Imagine un instant, tu as bossé dur toute ta vie, vraiment dur. Tu as grimpé les échelons, tu as économisé chaque centime et finalement, tu touches au but. Le Saint Graal de la classe moyenne supérieure américaine. Une maison coloniale, 6 chambres, 4 salles de bain, construite en 1905. 657 boulevard à Westfield, dans le New Jersey. Ah, Westfield, on parle pas de n'importe quelle banlieue là. C'est le genre d'endroit où les pelouses sont coupées au millimètre près, où les voisins s'appellent docteur ou maître et où la criminalité est inexistante. C'est classé comme l'une des villes les plus sûres des États-Unis. Exactement, c'est le décor parfait, trop parfait même. C'est là que Derek et Maria Broaddus débarquent en juin 2014. Ils viennent d'acheter cette merveille pour 1,3 million de dollars. Ils sont sur un petit nuage. Ils ont 3 enfants en bas âge, ils imaginent déjà les anniversaires dans le jardin, les Noëls au coin du feu. C'est l'idylle. Et c'est là que le rêve vire au cauchemar absolu et en un temps record. On n'est même pas encore au stade du déménagement. La maison est vide, ils font quelques travaux de rénovation, ponçage des parquets, peinture, ce genre de trucs. Ouais, c'est ça le pire. Ils n'y habitent même pas encore. Un soir, Derek passe vérifier l'avancée des travaux. Il ouvre la boîte aux lettres et au milieu des factures et des pubs, il y a une enveloppe blanche, épaisse, juste adressée au nouveau propriétaire. Pas de nom, rien. Il l'ouvre et là, Thomas, le contenu de cette lettre, c'est de la pure folie. C'est le début de la fin pour eux. Ce n'est pas une lettre de bienvenue du comité de quartier avec une recette à la tarte aux pommes. Voix légèrement plus basse, lecture lente et inquiétante. Chers nouveaux voisins au 657 boulevard, permettez-moi de vous accueillir dans le quartier. Comment avez-vous atterri ici? Est-ce que la force du 657 boulevard vous a appelé vers lui? Déjà, la force du boulevard, ça pose une ambiance. On est direct dans le mystique glauque. Attends, ça empire. Écoute ça. Reprends la lecture. Le 657 boulevard est le sujet de ma famille depuis décennies. Alors qu'il approche de son 110e anniversaire, j'ai été chargée de surveiller et d'attendre sa seconde venue. Mon grand-père a surveillé la maison dans les années 20 et mon père l'a surveillée dans les années 60. C'est maintenant mon tour. Connaissez-vous l'histoire de la maison? Savez-vous ce qui se cache dans les murs du 657 boulevard? Pourquoi êtes-vous ici? Je le découvrirai. C'est terrifiant. Ce qui me frappe en tant qu'analyste sur ce genre d'affaires, c'est la notion de générationnel. Le type ne dit pas « je vous espionne », il dit « c'est ma mission familiale ». Il se fait appeler « the watcher », le veilleur ou l'observateur. Ça donne une légitimité délirante à son action. Il se sent propriétaire des lieux plus que ceux qui ont payé le million de dollars. C'est de la possession territoriale psychique. Et le plus glauque, c'est qu'il mentionne les enfants immédiatement. Dans la première lettre, il écrit « J'ai vu que vous aviez inondé le 657 boulevard avec du sang jeune. » Sang jeune, young blood, c'est viscéral, c'est prédateur. Stater, mieux pour moi. Votre vieille maison était trop petite pour la famille grandissante ou est-ce par avidité que vous m'avez apporté vos enfants? Une fois que je connaîtrai leur nom, je les appellerai et les attirerai à moi. Ok, là, n'importe quel parent normal prend ses jambes à son cou. Tu ne restes pas. Derek Broaddus, c'est un type rationnel, il bosse dans les assurances. Mais là, il panique. Il appelle la police immédiatement. Et c'est là que l'enquête commence et franchement, Sarah, c'est un fiasco total dès le début. C'est le moins qu'on puisse dire. La police de Westfield arrive, ils lisent la lettre, ils sont perplexes. Ils demandent à Derek s'il a des ennemis. Le truc classique. Mais Derek vient d'arriver, il ne connaît personne. Alors, on regarde les voisins, parce que dans ce genre de profilage, le stalker est souvent très proche géographiquement. Il faut qu'il puisse voir la maison pour écrire ce qu'il écrit. Il mentionne des détails, les ouvriers, les allées et venues, donc il a une ligne de vue directe. Et là, on tombe sur la famille Langford, les voisins immédiats. Une famille un peu excentrique, disons. Excentrique, c'est gentil. Peggy Langford a plus de 90 ans et elle vit avec plusieurs de ses enfants adultes qui ont la soixantaine. L'un d'eux, Michael Langford, est décrit par les autres voisins comme un peu spécial. On le voit souvent se promener dans le jardin, regarder chez les gens. Il est un peu décalé. On l'a surnommé Boo Radley, comme dans le livre « Ne tire pas sur l'oiseau moqueur ». La police l'interroge, mais rien. Michael nie, il a l'air inoffensif selon eux. Juste un peu étrange. Pas de preuves sur la lettre, pas d'ADN exploitable au début. L'enquête piétine.
Pendant ce temps-là, les Brodos sont terrifiés. Ils n'émènent pas. Ils continuent de payer le crédit, les taxes foncières énormes, mais ils vivent chez les beaux-parents. Et les lettres continuent d'arriver. La deuxième lettre est encore plus précise. Le Watcher maintenant connaît les surnoms des enfants. Il sait dans quelle chambre ils vont dormir. Il écrit « Avez-vous trouvé ce qui est dans les murs ?» Encore cette phrase, c'est obsédant. Stater, je suis heureux de connaître vos noms maintenant, et le nom du sang jeune que vous m'avez apporté. Vous dormez certainement au grenier, ou dormez-vous tous au deuxième étage? Qui a les chambres face à la rue? Je le saurai dès que vous aurez emménagé. Cela m'aidera à savoir qui est dans quelle chambre, je pourrai mieux planifier. Mieux planifier, c'est une menace directe d'enlèvement ou d'agression. À ce stade, les Brodos engagent des détectives privés, des anciens du FBI. Ils installent des caméras partout. Derrick devient complètement paranoïaque. Il passe ses nuits accroupi dans le noir dans la maison vide, à guetter par la fenêtre, espérant voir quelqu'un déposer une lettre. Imagine l'ambiance, une grande maison vide qui craque la nuit, tu sais que quelqu'un te regarde, peut-être depuis les buissons, peut-être depuis la maison d'à côté. Derrick a même suspecté que le Watcher pouvait se déplacer dans les murs, littéralement, via des passages secrets, à cause de cette phrase répétitive. C'est là que la psychose s'installe. Il commence à suspecter tout le monde. L'agent immobilier, peut-être qu'elle voulait revendre la maison 2 fois pour toucher 2 commissions, un voisin jaloux qui voulait la maison pour lui, ou même une théorie qui a pris beaucoup d'ampleur sur Internet, et si c'était les Brodos eux-mêmes? Ah, la théorie du canard, le hoax, c'est cruel, mais on doit en parler. Pourquoi les gens ont pensé ça? Parce que l'histoire est trop parfaite pour un film d'horreur, et surtout parce que les Brodos ont fini par porter plainte contre les anciens propriétaires, les Woods, pour ne pas avoir divulgué l'existence du Watcher. Il s'avère que les Woods avaient reçu une lettre quelques jours avant de partir, mais ils avaient jeté ça sans y prêter attention, la jugeant juste bizarre. Donc les gens ont dit, les Brodos ont regretté leur achat, ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas payer les traites, alors ils ont inventé cette histoire pour casser la vente ou toucher l'assurance. Sauf que ça ne tient pas la route financièrement. J'ai analysé leurs comptes. Ils ont perdu une fortune dans cette histoire. Ils ont payé 1,3 million, ils ont fait pour 100 000 $ de travaux, ils ont payé des enquêteurs, et quand ils ont essayé de revendre la maison, personne n'en voulait. La rumeur s'était répandue, la maison du Watcher. Ils ont fini par la vendre des années plus tard à perte, pour 900 000 $. Tu ne montes pas un canard pour perdre 400 000 $. C'est clair. Et il y a eu cet ADN, non, sur une des enveloppes? Oui, des années plus tard. L'ADN sous le rabais de l'enveloppe, c'était de l'ADN féminin. Ça a relancé les soupçons sur la sœur de Michael Langford ou peut-être une voisine jalouse. Ils ont testé l'ADN de tout le quartier, littéralement. Les Brodos ont demandé à la police de faire des prélèvements. Mais rien, nulle correspondance. C'est dingue. On a une zone géographique minuscule, quelques maisons seulement qui ont une vue directe sur le porche, et pourtant le fantôme reste introuvable. Il y a aussi cette histoire du professeur. Robert Kaplow, oui, un prof du lycée local. Les élèves racontaient qu'il était obsédé par une certaine maison à Westfield, qu'il écrivait des lettres à des maisons. Un profil intéressant, cultivé, un peu arrogant, style littéraire soutenu comme dans les lettres du Watcher. La police l'a interrogé. Il a admis avoir écrit à une maison, mais pas celle-là, et pour complimenter l'architecture. Alibi solide, impasse encore une fois. Ce qui me tue, c'est la fin de l'histoire pour les Brodos. Ils n'ont jamais passé une seule nuit complète au 657 boulevard. Jamais. Le rêve américain emballé dans du papier cadeau est pourri de l'intérieur par une simple feuille de papier. C'est la fragilité de notre sécurité qui est exposée ici. Tu as des alarmes, des serrures blindées, mais une simple lettre glissée dans ta boîte aux lettres peut détruire ta vie. Le Watcher n'a jamais eu besoin d'entrer physiquement pour violer leur intimité. Il est entré dans leur tête. Et il a gagné. C'est ça le plus horrible. Le Watcher a gagné. Il a chassé les intrus. La dernière lettre était particulièrement vindicative, quand les Brodos ont essayé de louer la maison. Faut de pouvoir la vendre. Oh, celle-là, elle était violente. Le Watcher menaçait de s'en prendre physiquement au locataire. Il parlait d'accidents de voiture, d'incendie. C'est passé du stalking passif à la menace terroriste domestique. Au final, une nouvelle famille a acheté la maison en 2019. Andrew et Allison Carr. Et tu sais quoi ? Vas-y, dis-le-moi. Ils n'ont jamais reçu de lettre. Pas une seule. Le Watcher s'est tu. Ou alors, il attend. Ou alors il est mort, ou alors il a déménagé, ou alors c'était Michael Langford qui est décédé depuis. On ne saura probablement jamais. C'est un cold case immobilier. Ça donne envie de vérifier sa boîte aux lettres avec des gants, tout ça. Merci pour cette analyse, Sarah. Avec plaisir, Sarah. Et n'oubliez pas, fermez vos rideaux ce soir. On ne sait jamais qui regarde. Ça, Sarah, merci de nous rassurer. Allez, à la semaine prochaine pour une nouvelle plongée dans l'étrange. Salut tout le monde!